Aujourd'hui à l'émission, Alberto Miou, nouveau collaborateur qui va venir nous parler de tout ce qui se passe à Laval et aussi un mandat très clair, la jeunesse. On va parler beaucoup de jeunesse avec lui. Mamadou Camara qui va nous parler de l'anémie falciforme. Très intéressant. Alexandre Warner, conseiller municipal Laval-des-Rapides. On va parler d'environnement et des investissements qui se font. Patricia Dionne, comment faire sa biographie? Ça m'intéresse. Marie-Ève Charbonneau, infirmière auxiliaire à l'honneur. Archie Tifelli, conseiller Val-des-Arbres, qui va nous parler de ce qui se passe dans son quartier. Nicolas Poirier, la petite sirène, on va tout savoir. Aujourd'hui, à votre émission. Mon premier invité aujourd'hui a une façon très particulière, une façon qui lui appartient à lui de présenter les gens. On va commencer cette entrevue-là comme lui commence ses entrevues. Je suis aujourd'hui avec Alberto Georgian-Mute, directeur général du média communautaire Lavallois. Et voilà, lui commence toujours ses entrevues comme ça. Pourquoi il est ici aujourd'hui avec nous? Alberto va être un nouveau collaborateur à l'émission pour votre information et surtout un mandat très clair. On t'a donné un nouveau mandat à ton entreprise MCL qui va être exactement quoi? Tu vas venir faire quoi et ajouter quoi à la télévision communautaire de Laval? Donc MCL, premièrement, c'est un organisme et pas une entreprise parce que nous sommes au service de la communauté, donc on est incorporé auprès du registraire d'entreprise. Et donc notre mandat aussi, pour votre information, c'est d'être sur le terrain pour couvrir les actualités, donc de la vision sur le terrain dynamique, etc. Donc on va vraiment être sur le terrain pour voir ce qui se passe. Aussi un autre mandat, est-ce que je parle de la jeunesse? Oui, absolument, oui. absolument. Donc le mandat jeunesse, c'est de rajeunir un peu l'image de TVRL qui est un peu, on ne veut pas se le cacher, un peu vieillissante, mais on va y travailler à du fort potentiel. Pour dire ça dans d'autres mots, on va ajouter une nouvelle clientèle à la télévision, parce que la clientèle... On va pas la changer. Et c'est pas simplement un problème de TVRL. La télévision en tant que telle, elle a besoin d'être rajeunie. Oui. Et pas nécessairement directement sur l'écran de télévision, mais des nouvelles façons de passer l'information ou de faire voir les jeunes, qui sera les réseaux sociaux, je pense. Oui, les réseaux sociaux, mais aussi la présence sur le terrain pour justement voir c'est quoi TVRL, c'est qui TVRL, puis mettre en confiance justement les jeunes que s'informer chez TVRL, c'est une bonne façon de s'informer et pas juste sur des pages que parfois sont douteuses. On va pas se mentir, les informations sont pas vérifiées, alors que TVRL et un média comme le mien, on vérifie les informations. Donc on va vérifier que tout est vraiment vrai. Donc, si je comprends bien, tu vas avoir un comité. Explique-nous un peu comment l'idée que tu nous as présentée pas plus tard qu'aujourd'hui, puis qu'on a accepté de travailler avec toi pour un nouveau mandat. Tu le vois comment, ce projet-là? Oui. Justement, ça serait d'une façon démocratique. C'est un comité jeunesse dirigé justement par des jeunes qui produiraient du contenu pour les jeunes, mais aussi qui seront aussi sur le terrain, donc de temps en temps, même qu'eux-mêmes pourraient couvrir l'actualité pour TVRL, et ça serait TVRL Jeunesse. Donc, très sur les réseaux sociaux, mais d'une façon vraiment dynamique, présente, et qui les oublie pas. Donc c'est pas on les voit une fois puis après c'est fini. La constance. Ouais, constance évidemment. Tu sais, puis c'est sûr que on a de grandes chances que ça explose parce que c'est l'avenir. On voit que les gens s'informent en ligne maintenant et c'est là qu'ils se trouvent les jeunes. Absolument. Et à travers ça aussi, on va te mandater, nous, à la télévision, pour couvrir tous les événements. On sait bien qu'à Laval, il y a énormément d'événements. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Je te voyais, mais partout à Laval. Alors, on joint l'utile à l'agréable. Tu vas aller couvrir tous ces événements-là pour nous en faisant des reportages caméra à l'épaule. Tu t'en vas voir tout le monde et puis tu vas venir nous voir à toutes les semaines pour nous parler de ce qui se passe à Laval. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Laval, c'est la 3e plus grande ville du Québec, puis on n'en parle pas assez ce qui se passe sur le terrain. Et comme tu l'as dit, beaucoup d'événements, mais juste la semaine passée, il y en a une dizaine, puis peut-être qu'on en a entendu parler de 2 d'entre eux. Donc, il y a quelque chose à faire, puis ça va se faire.
Ça va promettre avec Alberto, vous allez le voir régulièrement sur nos ondes. Et n'oubliez pas la partie jeunesse qui s'en vient très bientôt, qui va être pilotée aussi par Alberto. Merci beaucoup. Merci à toi, Eduardo. Dimanche le 21 mai, j'ai été invité à assister au pilote de Souffrir en silence. Souffrir en silence, j'ai découvert premièrement une compagnie MTLA, 3 jeunes hommes, Sébastien, Henrik et Étienne, qui ont produit ce pilote. Et au-delà du pilote, au-delà des images et de l'histoire que j'ai découvert, mais complètement extraordinaire, j'ai découvert aussi une maladie, mais alors obscure, mais comme ça se peut pas. Mamadou Camara est ici pour nous en parler de l'anémie falciforme. Exactement. Oui. Que même quand je veux en parler, c'est un mot qu'on n'a jamais prononcé tant que ça. Et j'ai découvert, c'est une maladie. J'ai découvert ça à travers un film. Ouais. Quelle idée géniale que vous avez eue. Cette collaboration nous vient comment? Ben, cette collaboration, d'abord, ça vient d'une amitié avant tout, aussi de talent, et qui nous ont réunis à travers l'anémie falciforme, qui est une maladie chronique, c'est important de le mentionner, chronique, et aussi à ne pas confondre avec l'anémie. D'ailleurs, récemment, avec l'OMS, on a décidé d'appeler maladie falciforme pour effectivement éviter cette confusion entre l'anémie qu'on connaît, manque de fer et tout ça, épinards et tout, mais ça n'a aucun lien. Donc, l'anémie falciforme est une maladie chronique héréditaire et c'est la maladie du sang la plus vieille au monde et c'est la maladie du sang héréditaire la plus mortelle au monde. Et l'OMS a fait une statistique, 300 000 naissances d'enfants sur la planète, il y a plus de la moitié qui décèdent à cause de cette maladie. Des jeunes enfants, des adultes? Ça, c'est seulement les enfants. 300 000 naissances qu'on a, il y a plus de la moitié meurent à cause de cette maladie. Alors, pour parler d'anémie falciforme, il faut comprendre. D'abord, c'est le sang. On le sent comme l'anémie, on dit le sang. Et c'est une déformation ou malformation des plaquettes. Et qu'est-ce qui arrive? Imaginez-vous que le sang circule dans les veines et soudainement, vos plaquettes déforment, il y a un blocage. OK. Et le sang, on sait que l'importance du sang, c'est quoi? C'est transporter l'oxygène pour alimenter notre système, le cœur, le foie et tout ça et tout, pour nous tenir en santé finalement. C'est comme l'essence. Pas d'essence dans la voiture, on ne roule pas. Donc c'est ça. Alors imaginez-vous que lorsque c'est bloqué, et là, ça crée des douleurs extrêmement douloureuse, c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. C'est comme ça que vous avez amené un petit peu à comprendre la douleur, le jeune comédien. Les comédiens que vous avez pris pour faire ça, génial. 2 connus un peu plus, mais le jeune homme joue le rôle et je vous dis, c'est des frissons. Là. C'était vraiment de l'émotion du début à la fin. Puis les jeunes alentours, quand on ne connaît pas ça. On croyait que c'était, parce que j'ai entendu dire, c'est toi qui disais ça, avant on croyait que c'était une maladie qui touchait simplement les Noirs et les Afro-descendants. C'est plus ça, mais pas du tout. Non, c'est plus ça parce qu'effectivement, ces dernières années, et on a découvert que ça touche les Asiatiques et les gens de la Méditerranée. Et tu nous expliquais le 21 aussi qu'aujourd'hui, tu te maries avec un Asiatique, les mélanges de cultures. Et ça, j'adore la façon dont vous l'abordez. Moi, c'est le côté qui m'intéresse encore davantage sur cette maladie que, d'accord, on dit que ça touchait l'Afrique, ça touchait les Caraïbes, les Antilles, mais dans notre société, on parle d'immigration, on parle de mixicité. Et la gravité de cette maladie, c'est quoi? On connaît tous chacun un Noir qui fréquente un Blanc, ou un Asiatique qui fréquente un Noir, ou un Mexicain qui fréquente un Noir, ainsi de suite. Alors imaginez-vous, pour avoir la maladie, il faut les 2 gènes, c'est-à-dire le gène S ou le gène A. Et là, moi, je suis noir. Si je me marie avec une caucasienne, on a des enfants métissés. C'est que cet enfant a un des gènes, mon gène de la maladie, de l'anémie falciforme. Donc, admettons qu'il a le gène S. Et là, cet enfant va se marier, qui est métissé, se marie avec un autre métissé, qui a le gène de l'autre parent,
leurs enfants vont avoir la maladie. Donc, on ne va plus dire que c'est une maladie de noir. Absolument. Ça devient complexe. Il y a une mutation qui se fait. C'est fou. Donc, voilà. Sébastien, Oui. vous avez écrit ça rapidement, j'ai entendu dire. C'est un projet qui a pris forme en très peu de temps. Le scénario, tout s'est fait très rapidement. Ben, pour ce qui est du pilote, ça a été très, très rapide. Mais avant le pilote, en fait, c'est ça, Mamadou nous a parlé de sa maladie. Et la première chose qu'on a faite, on est allé voir un de ses traitements, en fait. Parce que c'est super important, parce que je pense aux 6 semaines qu'il a des traitements, il se fait enlever 70% de son sang, puis il remet 70% de d'autres sang. On l'a vu d'ailleurs, vous avez filmé ça, c'était vraiment... Puis pour nous, c'était impressionnant, puis ça draine beaucoup d'énergie. Fait que là, on a compris à quel point que c'était une maladie qui faisait beaucoup de ravages. Puis on a commencé à faire beaucoup de pré-entrevues aussi pour comprendre la maladie, parce que nous, on ne la connaissait pas du tout. Fait qu'en tant que Caucasien, c'est important de comprendre cette maladie-là. Fait qu'à partir de là, on a pu pondre le pilote en, je pense, après une semaine qu'on l'a écrit à peu près. Puis ensuite, toutes les préparations, trouver les comédiens, surtout le jeune comédien adolescent, c'était extraordinaire. Oui, il était super bon. Puis, mais ça a été vraiment rapide. Il fallait qu'on se prépare rapidement. Et c'est ça, on a trouvé les lieux de tournage. Puis grâce à l'association de l'anémie falciforme aussi, on a pu... Il y a une grosse association de plus en plus, parce qu'il y avait tellement de monde à ce lancement-là. Oui, et je profite de l'occasion, vu que vous avez assisté. Et moi, je dis merci à ma TV et vraiment, vous, d'avoir cru. Vous ne connaissiez pas cette maladie, mais vous avez pris la peine de venir, votre curiosité. Et c'est ça qu'on a besoin dans la société, la curiosité des gens pour nous supporter et comprendre et nous aider afin que les gens ne souffrent plus en silence. Mais vous réussissez quelque chose de bien en le faisant avec une histoire, en le faisant avec un film. J'étais assis, le poil drette, j'étais dans l'émotion et à la fin, on volera pas le punch, mais de la manière que ça termine, j'aurais pris encore 1 heure, je veux pas voir le jeune comédien souffrir, mais on apprenait, puis c'était de voir des parents qui savent pas quoi faire, là, mais qui n'ont aucune idée. À un moment donné, on croit même pas que le petit gars est malade. C'était vraiment fait. Là. Vous avez trouvé des façons de tourner ça, là, vraiment génial. Là. Et je vais vous amener à un autre angle. Vous avez dit tantôt, il semble ne même pas être malade. Moi j'ai la maladie. Je suis devant vous, j'ai l'air athlétique, en forme, très, très énergique, mais c'est pas le cas de 90% des gens qui ont cette maladie. Ils sont souvent amorphes, faibles, très lents, maigrichons et très silencieux parce que la maladie nous amène à des problèmes de santé mentale, la douleur, les hospitalisations qui finissent plus. Et c'est pour cette raison que moi, je tiens à remercier aussi le président fondateur de l'association de l'anémie falciforme qui est chevalier de l'Ordre de mérite du Québec, la plus haute distinction qu'on donne par son implication à travers cette maladie. Emma Québec qui nous supporte, le CHUM, vraiment, vraiment, il faut le dire parce que sans ça, MTLA Production et moi-même, on ne peut pas aller trop parce qu'on a besoin des scientifiques et des médecins et des personnes atteintes et l'association de l'anémie falciforme pour vraiment aller à bout de ce projet. Comment faire, Sébastien, pour faire voir le plus possible ce film, ce court-métrage que vous avez fait? C'est quoi le plan? Ben, en fait, c'est ça. En ce moment, on lance une campagne de socio-financement pour nous aider, en fait, à produire le projet sur le long terme, parce que le pilote, c'est un court-métrage, mais l'idée, c'est de faire un long-métrage de documentaire fiction. C'est sûr que ça prend des sous, ça prend beaucoup de déploiement aussi, il va y avoir des grosses équipes. Donc, si tu vas en parler un peu plus pour le socio-financement. Oui, le socio-financement, on profite de cette occasion, allez sur la page de Souffrir en silence. Vous allez voir les descriptions, vous allez voir le film est là, vous avez le lien aussi de don, de socio-financement, vous cliquez dessus et tout est facile et c'est comme ça que vous allez supporter cette cause afin que les gens arrêtent de souffrir et pour aider aussi un projet unique que le Québec va être vraiment, vraiment le premier à faire un projet de ce genre-là. De notre côté, on s'engage à vouloir, si vous voulez bien, à faire passer le film sur nos ondes et de le faire voir par le plus de gens possible. J'en avais déjà parlé avec Étienne d'ailleurs. Là. Ça vaut la peine d'être vu et cette maladie qui vous fait souffrir en silence, c'est vraiment... Il faut la connaître. Faut la connaître. Pour pouvoir battre quelque chose, il faut connaître son adversaire. Et je vous souhaite une longue vie dans tout ça. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Apprécié. Merci. Avec nous,
Le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, responsable de l'environnement et de la participation citoyenne, Alexandre Warnette. Alexandre, bonjour. Bonjour. Participation citoyenne, c'est quoi? C'est quoi? Bien, en fait, le municipal, c'est le gouvernement local, le palier de gouvernement qui fait le plus participer les citoyens parce qu'on a à travailler sur des enjeux très locaux. Fait qu'on a beaucoup de consultations. Hein, par exemple, on vient de terminer une consultation sur la berge du Commodore, hein, que la ville a acheté pour réaménager. Oui. Puis là, on se demande, bien, qu'est-ce que les citoyens ont envie de faire? Donc, on les fait participer au co-design, à la prise de décision. Donc, on est en mode sur le terrain, à l'écoute des gens. Et il y en a plein des consultations tout le temps sur plein de sujets, des très grands enjeux comme le plan climat ou des enjeux très précis d'urbanisme dans un secteur tel parc, telle berge. C'est clair. Laval présente son plan de 276 millions pour faire face à l'urgence climatique. C'est vraiment intéressant de voir que Laval s'implique, puis avec autant d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ton mandat là-dedans avec tes collègues, on s'en va où avec ça? Oui, bien, ça peut être marquant, surtout un gros chiffre comme ça. Puis on pense souvent que le climat, en fait, c'est le fédéral qui s'en va au COP, qui va négocier les grands dossiers, ou le Québec avec ses grandes subventions. Mais en fait, il y a beaucoup de choses climatiques qui se passent sur le plancher des vaches dans les municipalités. Qui sont aussi importantes pour avoir un résultat. Exact, et qui sont très concrètes, qu'on peut voir des transformations rapides. Puis quand on parle d'urgence climatique, bien, on le sait, on est à 78 mois de 2030. Hein, c'est la date butoir de l'accord de Paris pour éviter d'augmenter le climat de plus de 1,5 degré. Ça vient vite. Donc, c'est le palier municipal qui a beaucoup de leviers pour agir sur le climat. On parle, par exemple, de comment on aménage nos territoires, faire de la place au transport, la mobilité durable, le transport actif, le vélo. Puis à Laval, c'est 69 % de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du transport. Fait on est chanceux, on n'a pas de grosse industrie polluante, on n'a pas de charbon. Non, c'est vraiment le transport. Donc, on fait des aménagements. Le transport à Laval, c'est vraiment un phénomène de pollution vraiment... Oui, nos gaz à effet de serre, 69 % ça vient de là. Fait que là c'est énorme. C'est énorme. Alors, on agit sur le transport en commun. Laval est une des seules municipalités qui a continué de financer son transport en commun durant la pandémie pour être sûr qu'on ait les services alors que la population l'a moins utilisé. Fait qu'on veut vraiment, c'est vraiment important le transport en commun, mais le transport actif aussi. Donc, tout ce qui est marche, tout ce qui est vélo. Cette année, on a un projet pilote de trottinette électrique dans le centre-ville. Donc, on veut vraiment défaire l'idée que Laval, c'est une ville de chars, qu'on a besoin de prendre son auto pour aller partout. Au contraire, je suis venu ici en utilisant la route verte, en vélo. Il y a plein d'alternatives. On voit de plus en plus de Bixi aussi. Là. Exactement. Partout où on va, on voit beaucoup de bicyclettes Bixi, stationnées. Autopartage aussi. Là, on a des compagnies d'autopartage qui sont de plus en plus présentes à Laval pour éviter de devoir posséder une voiture. C'est vrai, des fois, on en a besoin, mais en moyenne, l'auto, elle est stationnée 95 % du temps. Est-ce qu'on a vraiment chacun besoin d'avoir une voiture? Est-ce que Laval est conçu pour pouvoir faire tout ça? Je sais que si on se compare à Montréal, tout est à la proximité, mais est-ce qu'à Laval, la ville, au début, n'était pas conçue pour... Non, pas du tout. Puis Laval, c'est une fusion de 14 municipalités en 1965 qui avaient chacun des urbanismes différents, des noyaux villageois. Là, on pense au Vieux-Saint-Martin, au Vieux-Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, et d'autres quartiers qui n'existaient pas. Le centre-ville qu'on est en train de construire en ce moment, mon grand-père, il avait un champ comme agriculteur, là, fait que ça fait pas si longtemps où il n'y avait rien en termes d'urbanisme. Donc, on construit la ville maintenant en pensant au transport actif, puis on essaie de changer quand on peut les structures des rues, des boulevards qui existent. On utilise l'opportunité, par exemple, quand il faut changer les égouts, il faut refaire la rue, l'asphaltage pour repenser. Exactement. On voit plus loin. Nord, sud, est, ouest, comment la ville va faire en sorte que moi, je prenne mon vélo maintenant à Laval, que j'arrête de penser à ma voiture, même électrique, là, de mettre ça dans la tête des gens, c'est un gros mandat aussi. Là. C'est instaurer une culture du vélo. Et ça commence dès qu'on est tout petit. C'est pour ça que cette année, on installe 3 parcs d'apprentissage à vélo. Il y en a au Centre de la nature qui est temporaire, il y en a un au Parc Bon-Pasteur et un autre au Parc des Coccinelles. Fait que c'est vraiment pour les tout petits avec des lignes à terre, pour que les parents apprennent à.
Ensuite, il faut sécuriser les pistes cyclables. On a des pistes cyclables aussi, il y en a certaines sont très âgées. On est en mode de transformation des rues et là, on rend de plus en plus, autant qu'on peut, des pistes cyclables sécuritaires avec des bollards, des pistes cyclables qui sont dans les deux directions, chacun du côté et non pas bidirectionnelles. Comme on voit sur Corbusier, vous avez déjà fait ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut avoir le goût de faire du vélo et pour avoir le goût, il faut se sentir en sécurité. Puis il faut aussi, je pense, partager, ça on le fait de plus en plus, le côté pratique. Ça m'a pris moins de temps à venir en vélo ici qu'en voiture. Alors, c'est pas juste pour la planète, c'est pas juste pour les GES, c'est bon pour ma santé, puis je suis arrivé plus vite. Donc, il y a plein d'avantages. Mais le 276 millions, c'est pas juste de la construction. Pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça. Oui, puis ça touche énormément. Il y a 9 grandes orientations. J'ai parlé de transport, on a parlé d'urbanisme, milieu humide, espace naturel, boisé, parc, parce que la meilleure stratégie qu'on a trouvée encore pour capter le carbone qu'on émet, ça reste nos bons vieux arbres. Hein? On n'a pas rien trouvé qui capte encore plus efficacement que les arbres. On a encore beaucoup de forêts à Laval. Il en reste de moins en moins. La ville s'est beaucoup urbanisée, mais juste l'an passé, on a acheté pour 39 millions de dollars de milieux naturels. On s'est engagé quand on est arrivé au pouvoir à dépenser 100 millions de dollars pour les protéger. Des îles dans la rivière des Mille-Îles. C'est une information qu'on connaît de plus en plus, mais la capacité, en fait, le rôle entre la biodiversité et le climat, la crise climatique, les deux vont ensemble. Il n'y a rien de mieux qu'un milieu humide pour capter du carbone, qu'une boisée pour capter du carbone. Donc, on est en mode achat pour les protéger à perpétuité. Donc, on va voir de moins en moins de condos dans des endroits dans des endroits de rêve, là. Ça, heureusement, notre nouveau code de l'urbanisme qu'on a adopté à l'automne dernier, là, on proscrit ça. On a protégé dans un plan régional de milieux humides et hydriques nos milieux humides pour s'assurer qu'il y a une cloche de verre dessus, qu'on n'y touche plus. C'est extrêmement important. Donc, la protection de l'environnement, ça fait aussi partie de notre action climatique parce que c'est un levier pour l'action climatique, pas juste pour la biodiversité ou pas juste pour y avoir accès là, comme citoyen dans les boisés. Est-ce que on va-tu y arriver? À éviter tout ça? Bien, en fait, on agit de pair, la Ville, dans les deux volets. C'est-à-dire, un volet, le plan d'action, il est divisé en deux, en fait. Il y a un plan de réduction de nos émissions de GES pour atténuer le plus possible la crise, en fait, à éviter qu'on envoie le plus possible de GES dans l'atmosphère, mais on est aussi déjà en mode adaptation. Puis on le sent, on le sait, la chaleur est c'est après arriver avant son temps, tout ça, là, tout ce qu'ils nous ont prédit. Tout à fait. Aujourd'hui, avec la chaleur qu'il y a ça, on regarde aux nouvelles, c'est partout dans le monde. En Alberta, comme vous me disiez tantôt, le feu est pris partout. Ah, oui. C'est grave ce qui se passe. En fait, on est arrivé au moment où la crise climatique, c'est plus dans le futur. Là. On est dedans, ça commence. Les inondations à Laval, là, encore cette année. On a eu 2017-2019 qui étaient des gros cas où on se disait ça ne devrait pas arriver. Ça arrive une fois par 100 ans, des comme ça. Maintenant. Là, il y en a 2 en 3 ans. Donc, on n'est plus là. Donc, les catastrophes s'accélèrent. Et les canicules qu'on vit, on l'oublie, mais même à Laval, quand il y a des canicules comme l'été passé, il y a des gens qui meurent. Oui, c'est clair. Donc, on est là. Donc, on travaille fort pour éviter le pire, puis on est en train de se préparer, de s'adapter comme communauté pour s'assurer qu'on suit l'évolution de la crise climatique et on s'adapte à qu'est-ce qui se passe. Mais honnêtement, c'est bon de savoir que Laval est aussi impliqué là-dedans. C'est vraiment important pour nous. Puis, je crois qu'on a le bon Alexandre pour s'occuper du projet avec nous. Tenez-nous au courant, puis s'il faut parler de quoi que ce soit, puis si on peut faire quelque chose pour réveiller les gens, bien, la télévision est là pour vous aussi. Bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée, Patricia Dionne. Tellement content, mais vraiment, vraiment content de faire cette entrevue. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. Biographie. Pour vrai, qui a eu cette idée-là? Mon Dieu, on a eu une idée à deux. Ma partenaire d'affaires et moi, Suzanne McKenna et moi, on est des filles d'édition, on est des filles de bonne histoire. Puis, on a eu cette idée-là pendant la pandémie. Les gens parlaient beaucoup des histoires de nos aînés, on parlait beaucoup de nos aînés. Donc, on s'est dit, pourquoi pas les mettre en valeur.
Puis, on a commencé à travailler sur ce projet-là qu'on a lancé à l'automne 2020. Donc, si je comprends bien, on est maintenant capable d'écrire notre propre biographie grâce au travail que vous avez fait, qu'on va pouvoir mettre nous-mêmes, sans aller voir un éditeur, écrire toute ma vie, celle de mes parents, et on n'est pas dans des arbres ici, là. C'est vraiment, Non. C'est complètement différent, là. Je vous montre un exemple. Donc, ça, c'est une biographie qu'on a fait. C'est un vrai livre, comme on peut en trouver en librairie, avec l'histoire de la personne, même des photos au centre. Donc, ça fait vraiment des beaux livres. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens qui veulent raconter leur histoire. On a eu notre plus jeune client avait 37 ans et notre cliente la plus âgée avait 97 ans. Donc, et chacun a son histoire à raconter. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un service d'accompagnement. Souvent, les gens sont capables de raconter leur vie par anecdote. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas, exact. On ne sait pas par où commencer. Souvent, on va sauver des gens qui ont eu la belle idée d'écrire leur biographie. Leur enfant leur a dit « Ah, maman, papa, tu nous contais plein d'histoires. Il ne faudrait pas que ça se perde dans le temps. » Donc là, ils ont commencé à écrire des petites anecdotes, mais écrire, c'est un métier, c'est une profession. Clairement. Donc, on est tous capables d'écrire un peu là, ce qui nous passe par la tête, mais nous, on en fait vraiment un récit. Donc, les journalistes avec qui on travaille rencontrent les gens dont on fait la biographie pendant au moins 8 heures de temps, donc des périodes de 1 heure, 2 heures. Puis, à ce moment-là, posent des questions, fouillent certaines périodes de leur vie qui veulent bien fouiller. On s'entend parce que nous, on n'est pas là pour faire des révélations de secrets de famille ou quoi que ce soit. Tout ça est fait dans le bonheur. Puis après ça, le journaliste part de son côté puis écrit vraiment le récit de la vie de la personne dont on fait la biographie. Mais c'est complètement génial. Alors, pour une fois, et c'est pas moi qui va l'écrire, c'est vraiment, vous avez un journaliste qui va l'écrire vraiment de façon comme on lit la biographie de Céline Dion ou quoi que ce soit. Oui, c'est exactement ça. Puis, tantôt, quand vous parlez au départ, aller voir un éditeur, tout ça, évidemment, on comprend que les maisons d'édition régulières, si on veut, eux, après ça, ils ont un objectif commercial. Ces gens-là vivent il faut qu'ils vendent des livres. Nous, dans le fond, le service qu'on offre, c'est de faire un vrai livre, imprimé, tout ça, et on l'imprime au nombre de copies que la personne veut ou la famille veut. Donc, ça peut être 5 copies, ça peut être 150 copies, c'est vraiment selon les besoins de la personne et de sa famille, de son entourage et tout ça. Puis la personne les donne, sous la plupart du temps, à son entourage immédiat. Ce que ça fait aussi, c'est que les familles se mettent ensemble. Donc, parfois, c'est les petits-enfants qui offrent ça comme cadeau à leur grand-mère, les enfants ensemble, ou une personne qui décide d'elle-même de s'offrir ce cadeau-là. Ce qu'on dit toujours aussi, c'est que le processus est aussi intéressant que le résultat. Absolument. C'est rare dans la vie qu'on a l'occasion de raconter notre histoire à quelqu'un qui nous écoute vraiment, puis qui nous pose des questions, puis qui est attentif, sans que ça soit un psychologue. Ouais, absolument. Donc, c'est vraiment comme un échange plus dans le plaisir. Donc, puis après ça, évidemment, il y a toute la recherche des photos. Ça donne lieu. On parlait hors d'onde, on parle de plus en plus de la culture. Ça devrait être quelque chose qui deviendrait, comme, je pense, obligatoire. Si on veut connaître nos origines, si on veut connaître d'où on vient, qui on est, ou qu'est-ce qu'on va laisser aux autres, on devrait toutes les familles avoir une biographie faite comme ça, puis les laisser dans une bibliothèque. C'est complètement une idée géniale, ça. Je vous posais la question tantôt, est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ça? Oui, c'est ça. En France, on sait qu'il y a un regroupement qui fait ça, qui est un regroupement soutenu par le gouvernement français, qui font un peu le tour des résidences de personnes âgées pour écouter leurs souvenirs, leur histoire. En même temps, les gens, c'est un moment de partage, c'est agréable. Puis, tout ça est colligé puis amassé. Nous, je vous dirais que de notre côté, on s'est rapidement rendu compte que, tantôt, je vous disais de 37 à 98, 99, mais la majorité des gens ont 80, mettons entre 75 et 90. Donc, ce que ça fait, c'est que dans les livres qu'on écrit, c'est l'histoire du Québec
qui a été très foisonnante. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, l'ère du Plessis, la Révolution tranquille. Vu d'une autre façon que celle qu'on connaît. Absolument. Vu dans le regard d'une femme de 22 ans qui avait des enfants, dans le regard d'un gars qui commençait à travailler, qui était sur la Côte-Nord, mais qui avait des répercussions, l'autre qui était à Montréal. Fait que c'est comme sous plein d'angles différents. Puis souvent, Suzanne et moi, mon associé, on se dit, si on ramassait tout ça en enlevant les nombres, de dire, bon, le point de vue sur la Révolution tranquille, le point de vue sur le commerce de détail. C'est aussi valable, ces histoires-là, que celle de l'historien qui nous conte l'histoire en général. L'histoire du Québec vue par un Québécois de 80, elle est aussi valable et aussi vraie que n'importe quel historien qui nous conte toutes les affaires qu'on a apprises dans les livres. C'est incroyable, cette idée-là. Bien, c'est-à-dire que oui, c'est un complément parfait parce que là, c'est le point de vue de la vraie vie du quotidien. Donc, puis on a des gens de toutes les classes sociales, de tous les types de professions. On a eu l'histoire fantastique d'une femme qui a commencé à travailler pour le CN. C'était la première femme au Canada à avoir une job au CN à Montréal. Elle nous a raconté des histoires incroyables, là, du haut de ses 20 ans, là, rentrer dans des salles remplies d'hommes, eux autres qui n'avaient jamais vu ça, une fille. Fait que, toutes ces histoires-là sont vraiment incroyables. Ça donne vraiment une couleur qui est tellement importante pour le Québec, pour les gens qui y habitent. La vie ne peut pas finir à 80 ou à 90 ans quand tu décèdes. Elle va toujours continuer. Si on fait notre biographie, on donne une espérance à l'histoire vécue par ces gens-là encore beaucoup plus grande. Moi, j'achète l'idée, mais complètement. J'ai refusé 3 fois des éditeurs de faire écrire ma vie. Suzanne, votre collègue, est d'ailleurs au courant. De l'écrire moi-même, ça serait peut-être plus tentant de le faire, mais de le faire avec un journaliste, parce qu'à un moment donné, on a bien vouloir s'asseoir avec un crayon, on ne sait vraiment pas par où commencer. Je suis né, je suis arrivé au Canada, c'est toujours la même affaire, mais j'imagine que vos journalistes, ils vont nous emmener à nous poser des questions, à vraiment voir notre vie d'une autre façon aussi. Oui, puis ce qu'on fait souvent, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'on va décrire. Mais quand tantôt vous faisiez allusion à une biographie de Céline Dion, quand on lit la biographie d'une personnalité connue, puis c'est vraiment l'histoire qui est racontée, il y a de l'émotion. C'est bon, mettons, à quelques minutes de rentrer sur scène, la description de comment se sent Céline, tout ça, c'est la même chose. C'est rare qu'on a notre mère ou notre père qui va nous décrire, par exemple, le matin de son mariage, comment il se sentait. T'sais, on va savoir, ah oui, mes parents se sont mariés à Malbaie en 1965, puis bon, elle avait une robe comme ça. Mais les journalistes, c'est ça qu'ils vont chercher. Ils peuvent nous rajouter un côté romancier aussi, un petit côté... Oui, bien, le côté vraiment émotif, tu sais, comment on se sent dans certaines situations. On peut aussi parler beaucoup, c'est un constat, là, des messieurs de 80-85 ans qui étaient peut-être moins de génération qui partageaient leurs émotions. Puis là, ben, ils se prêtent vraiment au jeu de le faire. Puis, ça donne des livres remplis de couleurs et palpitants à lire, je vous dirais, pour nous, même si on ne connaît pas la personne. C'est aussi intéressant que lire la biographie de quelqu'un connu. Ah, l'idée est complètement géniale. Quand je regardais l'entrevue que j'allais faire aujourd'hui, je trouve ça tellement, tellement enrichissant et ça donne vraiment envie de parler à ma mère, à ma sœur la plus vieille, de dire, écoute, laisse-nous quelque chose. Écoutez, Madame Dionne, c'est vraiment extraordinaire. J'achète l'idée. Je vais probablement devenir un client de biographie. Faut absolument faire connaître votre idée, mais à travers le Québec et que ça fasse boule de neige. Ça n'a pas de sens comme idée. Bravo, bravo, je trouve ça... Bien, merci beaucoup. Et vous saluerez mon amie Suzanne en passant. Je vais faire ça avec plaisir. Puis si vous voulez en savoir plus, c'est mabiographie.ca. Sur le site Internet, il y a toute l'information. On va voir ça à l'écran en bas, mais soyez assurés qu'on va parler énormément de vous. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Avec nous sur le plateau, Marie-Ève Héroux-Charbonneau, infirmière auxiliaire de Laval, qui est à l'honneur. On va commencer
auxiliaire, une infirmière auxiliaire, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans toute l'histoire? En fait, l'infirmière auxiliaire participe à l'équipe de soins. On contribue à l'évaluation des patients, on administre des médicaments, on contribue aussi à la thérapie intraveineuse, on fait des pansements. On a vraiment un large éventail là, de rôles au sein de l'équipe de soins. Puis je disais aussi que Marie-Ève exerce en réadaptation depuis le tout début. Exact. Donc, à l'hôpital juif qu'on connaît bien ici à Laval, Exact, oui. quand on parle de réadaptation, tu as été formé pour aider les gens là-dedans aussi. En fait, j'ai pas été formée à l'école, mais c'est mon premier emploi, c'est mon premier lieu de travail quand j'ai gradué en 2012. Donc, quand je suis arrivée, je suis tout de suite allée travailler à l'étage des patients qui avaient subi des AVC ou des traumatismes crâniens sévères. Donc, j'ai eu un petit peu là, une formation sur le tas, comme on dit. Là. Ce qui est la meilleure, une des bonnes. Exact. Exact. Puis c'est ça fait 12 ans que... J'ai eu la chance, on ne peut pas dire la chance, mais j'ai un ami à moi qui a eu un AVC, puis qui a resté quand même très longtemps à l'hôpital juif à Laval. Et le travail que vous y faites, vous y avez, en plus de l'aider à traverser cette épreuve-là, des infirmières auxiliaires que j'ai vues là-bas, ils ont donné l'envie de continuer, puis une envie de vivre. À un moment donné, ça devient tellement important ce que vous faites, là, que c'est de valeur qu'on entende aux nouvelles, qu'on entend parler de partout, que vous n'êtes pas contente, vous ne gagnez pas assez cher, vos conditions de travail ne sont pas bonnes, mais c'est pas que ça. Là. Mais non, évidemment, c'est pas que ça. En fait, c'est pas qu'on n'est pas contente, on adore ce qu'on fait, mais on aimerait attirer la nouvelle génération vers notre profession parce que, comme vous savez, la population est très vieillissante. Et puis, il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent dans ce domaine-là, surtout à cause du COVID, ça nous a donné mauvaise presse, comme on dit. Oui, puis à un moment donné, le gouvernement a décidé d'investir et de donner la possibilité à plein de gens de devenir infirmières ou infirmiers auxiliaires, puis ils apprennent ça en dedans de 6 semaines, ils est payés, mais ça prend aussi une passion. Il faut que tu l'aies un petit peu dans toi. Est-ce que ça se développe ou... Pas sûre, je suis pas prête à dire que ça se développe. C'est vraiment quelque chose qui est inné, là. Aider les gens, c'est pas vraiment une profession. Je vous dirais que c'est plus une vocation. C'est un travail qui est très... Oui, définitivement. Il faut vraiment aimer ça pour rester là-dedans, pour aller là-dedans. Faut vraiment être passionné parce que c'est un métier qui demande trop émotionnellement, physiquement, psychologiquement, pour dire que si tu n'aimes pas ça, tu vas rester là-dedans. Est-ce que les infirmières auxiliaires aussi peuvent travailler dans des CHSLD? Oui. Oui, en fait, on travaille dans presque tous les milieux. C'est pour ça que la campagne sert à valoriser le rôle de l'infirmière auxiliaire puis de vraiment implanter les infirmières auxiliaires dans différents milieux de soins parce qu'en région, malheureusement, ils sont pas, on n'est pas égal partout. Il n'y a pas autant d'infirmières auxiliaires dans certains domaines en région qu'en ville. Puis quand on vous met à l'honneur, c'est vraiment pour nous faire comprendre exactement ce que vous venez faire dans le système hospitalier, puis quel est votre rôle. C'est pour ça qu'on vous met à l'honneur. Et vous êtes une des porte-paroles, une des images. Oui, exact. Oui, j'en suis très fière d'ailleurs. J'imagine. Vous avez vraiment de quoi être fière parce que ce que vous faites, c'est vraiment... très noble, puis un jour, si on a besoin de se retrouver à l'hôpital, d'avoir des gens formés et surtout des gens qui ont une passion, ça va nous aider à guérir un petit peu mieux quand tu es soigné par quelqu'un de professionnel qui aime ce qu'il fait. Dans les honneurs qu'on vous met, c'est quoi le plan d'affaires? Là? Y a-t-il des réceptions? Y a-t-il quelque chose? C'est quoi qu'ils vont faire exactement? Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a certains de nos 14 représentants, de nos 14 visages qui ont reçu certains mandats d'honneur pour ce qu'ils faisaient dans leur milieu de soins, dans leur communauté. Et puis pour les autres, vraiment, on a fait une campagne qui est surtout sur les médias sociaux, puis c'est vraiment pour aider, pour valoriser les nouveaux qui veulent venir. On démontre là, qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, qu'on est heureux, puis qu'il y a plusieurs choix aussi. C'est pas nécessairement l'urgence puis le temps supplémentaire obligatoire. Il y en a dans tous les milieux des infirmières auxiliaires. Ça peut être en soins à domicile, ça peut être en CHSLD, ça peut être en CLSC, ça peut être à l'urgence aussi, mais ça peut être en réadaptation, en maternité,
santé, avec les bébés, avec les jeunes enfants. Vraiment, on touche ça à touche tout. tout, Là. ouais, c'est Oui. ça exactement. Je trouve ça quand même un peu drôle qu'on soit obligé de dire aux gens comment c'est important ce que vous faites. Ça me rentre pas dans la tête que mais les gens qui sont hospitalisés, eux autres le voient, le reconnaissent, puis apprécient énormément ce que vous faites. Oui. Mais je trouve ça drôle qu'on soit obligé d'avoir 14 personnes pour leur dire, écoutez, nous, là, ce qu'on fait, mais ça n'a quand même pas de sens. Quand vous avez étudié, quand vous avez fini vos études, est-ce que vous pensiez que c'était quelque chose qui serait un combat continuel pour dire, oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est important, on est étudié pour ça, on est aussi importante que le médecin qui a opéré. Une fois qu'il a opéré, il faut tout continuer, il faut se battre continuellement. Mais c'est pas nécessairement qu'on se bat. Je vous dirais que c'est plus qu'on essaie de se faire connaître parce que les gens connaissent l'infirmière, ils connaissent le médecin, ils connaissent le préposé aux bénéficiaires, mais souvent, l'infirmière auxiliaire tombe un petit peu dans les cracks parce qu'on parle pas beaucoup de nous. Malheureusement, on est, comme vous voyez, plusieurs, puis ça, c'est juste à Laval, mais on est 29 000. Ben oui, c'est ça, je disais. Au Québec, presque 30 même. Donc, il y a beaucoup de nous qui ont fait des études. On fait des DEP au programme santé assistance et soins infirmiers. Donc, il y a beaucoup de nous. c'est ça qu'on veut montrer définitivement, là, qu'on est présent dans la société, qu'on est présent à différents endroits, puis on est un atout essentiel. Et les soins ne seraient pas finis s'il n'y avait pas d'infirmières auxiliaires. Mais mettons qu'on joue un gros rôle. Absolument. C'était un honneur. Puis soyez fiers de ce que vous faites, puis continuez à le dire aux gens que ce que vous faites est noble et vraiment important. Un jour, on ne veut pas avoir affaire ou à bénéficier d'une infirmière auxiliaire, mais si un jour on va à l'hôpital, ou comme mon ami Louis qui a été au centre de réadaptation, c'est vraiment grâce au travail des infirmières auxiliaires qui étaient là, qui aujourd'hui il a envie de vivre et qui va bien. C'est sûr qu'il y a plein de petits problèmes, mais vous lui avez appris à remarcher, à parler, à manger tout seul. C'est vraiment votre métier qui fait ça. C'est bravo. Gentil. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Mon prochain invité est un ami personnel, pas gêné de le dire, Archie Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres. Archie, comment vas-tu? Très bien. Je veux juste te dire que je suis vraiment très fier de toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble dans une autre vie et de voir ton parcours et de te voir impliqué comme ça à Ville-de-Laval, bravo, tu as tout mon respect. Je te félicite. Merci vraiment. beaucoup et merci de m'avoir invité sur TVRL et merci et félicitations votre succès que vous continuez à avoir avec la station régionale de Laval. Ouais. Tu as contribué énormément à ce succès-là. Merci à toi. Val-des-Arbres, il se passe quoi présentement à Val-des-Arbres? Bien, présentement, à Val-des-Arbres, c'est qu'on essaie de régler le problème de vitesse. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de... C'est drôle, pourtant, c'est un petit quartier très familial. Oui, pas mal, mais que ce soit à Val-des-Arbres, côté sud de la 440 ou Val-des-Brises, côté nord, il y a la vitesse un peu partout. Et malheureusement, tu sais, on a besoin de plusieurs différentes solutions. Alors, dernièrement, ils ont commencé l'année passée, puis ils vont continuer cette année. On va rajouter plus de dodans dans notre secteur. Ils ont déjà, l'année passée, commencé à faire toutes les écoles et les parcs. Là, cette année, ils continuent avec les maisons âgées et les garderies. Et après ça, c'est les rues problématiques. Comment ça marche? C'est-tu le citoyen qui t'appelle puis qui dit « Dans ma rue, là, ça passe trop vite, il faut faire quelque chose » ou c'est la circulation, la police? Comment qu'on sait que ça va trop vite dans un quartier? C'est les voisins, tous les voisins résidents qui m'appellent. Je me déplace. Je reçois beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Arrête. Même des plaques de voitures, de licences, excusez-moi, c'est des voitures. Parce que les résidents, les citoyens sont tannés. L'affaire, c'est que, exemple, je te donne le côté nord de la 440, mon secteur Val-des-Brises. Ouais. On n'a aucun parc. Il n'y a aucun terrain de soccer. Il n'y a aucun terrain de basketball. Alors, beaucoup des enfants jouent dans la rue. C'est simple que ça. Que ce soit le ball hockey, que ce soit le soccer ou que ce soit le basketball, il y a des filets de basketball sur chaque rue, OK? Parce qu'on n'a aucun parc. Mais qui va trop vite? C'est le citoyen de chez vous aussi qui roule trop vite dans les rues? Mais c'est ça l'affaire. C'est des citoyens de chez nous, mais aussi des visiteurs qui viennent voir les citoyens de chez nous. Alors, l'affaire, c'est que là, on est supposé bientôt d'avoir un règlement que toutes les rues résidentielles vont devenir 30 km. OK.
puis ceux qui sont à 50 km vont devenir 40 km. Okay? Mais ça va être partout à Laval. Partout à Laval, ça, oui. OK. L'administration va annoncer ça très bientôt. Mais avec ça, on va rajouter des dodans. OK? Ils ont aussi rajouté des ballards au centre de la rue qui sont des poteaux noirs et jaunes. OK? Pour réduire la largeur de la rue. Avec ces éléments-là et un peu plus de présence policière, si on met tout ça ensemble, ça ne va pas régler le problème, mais ça va couper le problème et j'espère qu'au moins plus que 50 Quand la police vient vous aider, est-ce que c'est toi qui appelles la police ou c'est les citoyens ou c'est mais qu'est-ce qui arrive, c'est que avec beaucoup de... Moi, je dis tout le temps aux citoyens, appelez-toi un pour ouvrir un rapport. OK. Parce que tout ça, c'est enregistré. Alors, eux, quand ils regardent les rues problématiques, et en même temps, moi, comme conseiller municipal, je parle avec l'administration pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, la police va s'impliquer, puis ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier ça. OK. Des fois, ils vont envoyer une voiture qui est identifiée. Faire du radar. C'est ça. Mais le problème, c'est que ça se parle vite, et tout le monde est au courant, alors tout le monde va tranquillement. OK. Ouais. Puis, je ne suis pas gêné de vous le dire, là. L'année passée, mon épouse et ma fille, les deux ont été pognés. OK? Alors, c'est dans ma propre famille que la vitesse est un peu... Ouais. Mais il faut qu'on fasse attention à travers tout le monde. Parce que, tu sais, on ne veut pas que la journée arrive qu'il y a un enfant qui se fait frapper et c'est rendu trop tard. Alors, tout ça ensemble, la ville, l'administration de la ville de Laval, la sécurité est importante pour eux comme c'est important pour moi. Alors, c'est pour ça qu'ils nous aident avec les ballards, ils nous aident avec les dodans, la présence policière, puis là, ils vont... la proposition que mon collègue, M. Paul Galati et moi, on avait mis l'année passée, et bien là, ils ont avisé la ville qu'ils travaillent déjà sur un programme. Et là, ils vont l'annoncer officiellement. OK. Alors ça va aider. OK? Ensemble, si tout le monde fait leur part, ça va aider et réduire la vitesse un peu partout. Là. Prolongement de la STL 48. Oui. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que l'autobus, le 48, il passait pas assez souvent. Où est-ce que côté nord de la 440 Val-des-Brises, on a le Smart Center. Puis on a des places comme Tim Hortons, Canadian Tire, Walmart, qui ont des chiffres de jours qui commencent de bonne heure. Okay? Et les travailleurs à temps partiel avaient un problème pour se rendre parce que ça prenait quasiment 1h30 à 2 heures le temps que le 48 faisait le parcours et tout. Alors, l'affaire, c'est qu'on a demandé de rajouter d'augmenter le service. Ils ont commencé avec un mini voiture van, taxi, puis là, ils ont mis un vrai autobus. Alors, le parcours... Il y a une demande. Il y avait une demande. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai organisé une réunion. Bien, ça, c'était depuis quand j'étais élu, là. J'ai organisé une réunion avec tous les propriétaires des commerces. Canadian Tire, IGA, Walmart, Tim Hortons, Adonis. Tous ces propriétaires parce qu'ils ont toute la main-d'œuvre. Alors, le plus gros problème, c'est que leur premier chiffre de matin, là, il y avait la misère à se rendre. Alors, là, avec l'STL, on a travaillé avec eux, ils ont trouvé des façons, ils ont trouvé du budget. Quand même. Excuse-moi, pour que je pense que ça commence à 5 heures le matin. Quand même. OK, puis quelqu'un comme Walmart, ils ont comme quasiment 250 personnes qui travaillent. Qui se servent des autobus. Canadian 175 personnes. Beaucoup de monde. IGA, même chose. T'sais. Alors, ça a aidé à régler le problème. Alors, c'est plus facile pour se rendre. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté que le 48, il va jusqu'à boulevard des-Laurentides. Alors, ils vont chercher du monde de Vimont. Excuse-moi. Pour qu'ils puissent venir magasiner au Smart Center. Okay. Alors, pour les propriétaires des commerces, ils sont contents parce que c'est la clientèle qu'il n'y avait pas avant qui est là. Ils l'ont à cause du 48. Il y a un autre dossier. La Commission sur la violence urbaine dépose un rapport. C'est ça. Je fais partie d'un comité de violence avec mes collègues de... C'est quoi la violence urbaine exactement? Bien, c'est des gangs de rue. OK. On vit ça par chez vous aussi? Partout, c'est ça. Alors, l'affaire, c'est qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'on trouve des moyens d'avoir plus d'activités, exemple, de sport et culturel. OK. S'il y a des programmes de sport, ils vont s'impliquer dans le sport, il y a moins de chances qu'ils vont passer du temps sur la rue. Très bonne idée. Si, exemple, il y a culturel, que ce soit une affaire de danse, une affaire de musique et quoi d'autre, de dessin, artistes et quoi d'autre, s'ils sont impliqués là-dedans,
il y a moins de chances qu'ils vont être sur C'est la rue. d'emmener les jeunes ailleurs. Ailleurs pour lui donner un coup de main, les supporter comme ça, il y a moins de risques qu'ils vont s'impliquer dans des affaires qu'ils ne devraient pas. Et tu sais, que ça commence petit des fois, puis là, tu te trouves à être dans des gangs de rue et quoi d'autre. Très belle Alors, initiative. Exactement. Alors, ça aussi, il va y avoir des belles annonces qui vont venir bientôt. Et j'ai eu la chance de participer et d'aller voir ta fameuse fête de quartier qui est un succès. À toutes les fois que vous le faites, c'est incroyable. Là. Oui, on est chanceux. On est devenu la fête de quartier de l'Est la plus grande. C'est fou, hein? C'est ça. Cette année, ça va être notre 15e année. Alors, on va fêter avec un gâteau. Puis, tu sais, si le bon Dieu nous donne du bon temps encore, on attend d'avoir... L'année passée, on avait quasiment 9000 personnes qui ont... C'est fou. Est-ce que les jeunes sont impliqués? Parce que c'est un quartier, il y a beaucoup de personnes, je ne veux pas dire des personnes âgées, mais il y a beaucoup d'adultes, mais avec beaucoup d'enfants. Mais les enfants... C'est grâce à les jeunes, oui. Okay. Ah, ouais. Puis même qu'est-ce qu'on fait comme musique, c'est des DJ locales, c'est des bandes locales. Il va y avoir un band cette année aussi. Là. C'est toutes des personnes locales pour aider à faire la promotion de leur quartier, de notre quartier. Alors oui, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur du quartier, c'est normal. Okay, mais en même temps, la bonne partie vient de Val-des-Brises. Et, tu sais, alors, l'affaire, c'est que oui, on a le 10 septembre, la fête des quartiers Val-des-Brises, mais le 23 juin, je fais aussi une fête de quartier pour la Société Saint-Jean-Baptiste au Parc Rivard. Comme quand on était petit dans les parcs. Exactement. Alors, ça va être le vendredi soir de 17h à 21h au Parc Rivard. On a des jeux gonflables, des poneys, puis des hot dogs, des hamburgers, tout gratuit pour les jeunes et leurs familles pour fêter la Saint-Jean ensemble. OK? Et là, après, on va faire notre fête de quartier au mois de septembre. Archie, très fier de toi. Merci Continue ton beau travail. Ils ont besoin de toi dans ton quartier. Merci beaucoup. Merci, Archie. Bonne journée. Merci. Quel plaisir d'avoir mon ami Nicolas Vincent Poirier avec nous pour nous parler aujourd'hui de La Petite Sirène. Ça se peut-tu qu'un film comme La Petite Sirène fasse autant de ravages que ça? Oui, ça se peut. Parce que, bon, c'est un film connu des gens, c'est une histoire connue des gens, et même que, bon, c'est basé évidemment sur le film d'animation de 1989, et avant ça, le film de 89, ça faisait depuis la fin des années 30 Disney parlait de faire l'adaptation parce qu'on le savait que ça avait un énorme potentiel. Et bon, toutes sortes de choses sont arrivées. Et c'est vraiment au milieu des années 80 que là, on a repris l'idée de faire La Petite Sirène en animation. Et ça a donné, bon, ce qu'on connaît aujourd'hui avec 40 millions de budget. Le film a rapporté 211 millions au box-office. Quand même. En 89. Et l'idée de faire le film La Petite Sirène en vrai, ça remonte au milieu des années 2010 environ. Et ça a pris 4 ans à faire. Pourquoi? Bien, à cause de la COVID, évidemment. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un film avec un budget environ de 250 millions de dollars. Ça semble gros, mais c'est normal pour ce type de film-là. Et jusqu'à date, écoute, 185 millions au box-office international dans sa première fin de semaine. C'est un film qui va, je pense que ça va se rendre tout près du $1 milliard. Qui va voir ça? Des jeunes? Oui, des jeunes et beaucoup des gens qui sont nostalgiques un petit peu, qui ont vu le film de 1989 parce que c'est une énorme business pour Disney de transformer leur film classique d'animation, de faire un remake en vrai film. Écoute, avec tout ça a commencé, ben, en 94, le film Le Livre de la Jungle a été adapté. Moi, j'avais bien aimé ça dans le temps. Et vraiment, c'est en 2010, avec Alice au Pays des Merveilles. Écoute, le film a rapporté $1 milliard au box-office. Incroyable. À partir de là, écoute, La Belle et la Bête aussi, en 2017, on parle de 1,2 milliard au box-office. Aladdin, 1 milliard. Le Roi Lion, 1,2 milliard. Donc, c'est une énorme business pour Disney. C'est des films milliardaires. Tous ces films-là, c'est incroyable le succès que ça a. Ça n'a pas de sens. Oui, mais il y a eu des flops. On pense un peu à Dumbo avec 350 millions au box-office avec un budget de 170 millions. Donc, mais pour la plupart du temps, mettons que c'est des énormes succès au box-office. Et d'ailleurs, celui-ci,
c'est La Petite Sirène de 2023. C'est le film que Disney a payé le plus au niveau du marketing international. On parle de 85 millions de dollars environ, uniquement pour le marketing. Donc, c'est énorme. Mais en même temps, il faut se rappeler, il y a eu une controverse là, en 2019 quand on a dévoilé les premières images avec Halle Bailey qui interprète le rôle de la petite sirène et certaines personnes étaient choquées. Une grosse controverse parce que, bon, elle est noire et non blanche comme le film d'animation. Exactement. Pour moi, je ne vois pas la controverse là-dedans. Il y a tellement de personnages. Je pense à Marvel, Nick Fury est blanc dans les bandes dessinées. C'est Samuel L. Jackson qui l'a interprété. Où est le problème? Il n'y a aucun problème avec la diversité et c'est une bonne chose qu'il y en ait de plus en plus au cinéma. C'est quelque chose de tout à fait normal à mon avis. On est juste un petit peu en retard là-dedans. Et Halle Bailey, elle est excellente dans son rôle. Vraiment, c'est son premier film où elle interprète un rôle principal. C'est une future star. Vraiment. Très nice. Tu me donnes envie d'emprunter des enfants puis d'aller voir ça, ce film-là. Disons que, je ne sais pas, Eduardo, si toi, tu avais aimé la version de 89? Je n'avais pas vu celle de 89, mais par contre, j'ai vu des séquences de celle-là et je te dis que ça semble vraiment intéressant. Là. On n'est pas dans la bande dessinée, ça a vraiment l'air de quelque chose. Je me suis posé des questions. Tu voir ça, moi, là c'est vraiment différent. Là. On est ailleurs, là. Bien, c'est un film, il y a beaucoup, évidemment, de musique dans ce film-là. Donc, pour tous ceux qui aiment les comédies musicales, évidemment, c'est un très bon choix. Visuellement, c'est magnifique. Les effets spéciaux sont bons. Les costumes, les décors, c'est magnifique. Les acteurs, tout le monde est bon dans leur rôle. Écoute, c'est Rob Marshall qui a réalisé ce film-là. Rob Marshall a réalisé en 2002 le film Chicago. Ça a remporté des Oscars. Donc, tu sais, c'est pas n'importe qui que Disney a choisi pour ce film-là. Moi, c'est pas, disons, ma tasse de thé, c'est pas mon type de film, mais je reconnais tout l'effort et la qualité de ce film-ci. Mais bon, évidemment, la raison pourquoi ce film-ci a été fait, c'est évidemment l'argent. Bon, comme tant de films, tant de gros blockbusters, mais Disney, disons que ça leur coûte cher ces temps-ci. Hein? On prend en 2009 Marvel qui ont acheté à 4 milliards de dollars. En 2012, Lucasfilm, 4 milliards. 2019, Fox avec 71 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il faut qu'ils récupèrent ça. Donc, l'idée de faire ça, d'adapter leur classique d'animation en film avec des vrais acteurs, ben, c'est une bonne idée. Et pour tous ceux qui ont un petit peu de nostalgie par rapport à la version de 89 ou qui ont des enfants, c'est une très belle sortie. Il y a un public aussi pour ça, bien entendu. Là. Il y a les gens, si ça rapporte 1 milliard, c'est parce qu'on va le voir là, aussi. Là. Il y a des gens qui aiment ça. Là. Bien, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, c'est justement, maintenant, les blockbusters coûtent tellement cher. Si un blockbuster perd de l'argent, c'est une catastrophe financière pour les studios. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de blockbusters être des remakes, des reboots ou des suites de films qu'on connaît déjà parce que le risque est trop immense pour les studios dans le cas d'un flop. Écoute, Nicolas, ta passion nous enivre. C'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. C'est rare que j'anime l'émission. J'espère que la prochaine fois, ça sera un film pas d'enfant. Mais par contre, celui-là, je vais envoyer mes petits neveux, mes petites nièces le voir, je te promets. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous, puis à très bientôt. Merci, Eduardo. Salut, Nicolas. Merci à tous, c'était votre émission d'Information Laval. On remercie Jacques, Daniel, Alain, Tommy, Manon, Sophie. Grâce à vous, on a toujours des émissions de qualité. J'étais en remplacement de notre grand malade qui sera de retour la semaine prochaine. Alex, faut que tu reviennes. Tout de suite après l'émission, le bingo. Total 4 000 $, premier du mois.
Et la carte pleine 2500, on vous invite à jouer au bingo de TV Laval. Merci, à très bientôt.